Bonjour, on est avec Mélanie Vessier qui est en charge du transport et la logistique chez EONAX. Et Mélanie, vous êtes venue accompagnée de Benjamin Baudet, le CEO et fondateur de Betty. On va parler de Betty. Betty, c'est une navette autonome qu'on a pu voir notamment à Roland-Garros, opérer, donc faire des allers-retours à Roland-Garros. On va parler de cette navette et du fait que Betty a aujourd'hui rejoint EONAX. On va expliquer ce que sont les conséquences. J'avais une première question pour vous, Benjamin, c'est peut-être de lever cette idée reçue qui est qu'en Europe, c'est plus compliqué d'opérer des véhicules autonomes. On en voit en Chine, on en voit aux États-Unis. Est-ce qu'en Europe, il y a un défi particulier par rapport à ça? Alors, il n'y a pas de défi particulier, il y a même pas mal de facilités. Un peu de manière contre-intuitive, on pense que ça peut être très compliqué de déployer des véhicules automatisés. Mais à la minute où on se parle, grâce à la réglementation française, on peut faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire aux États-Unis et en Chine. Donc, on a pris, je dirais, le sujet par le bon bout, qui est celui de la réglementation. Dès 2017, Emmanuel Macron a constitué une équipe de France de la mobilité automatisée. Il a confié à Anne-Marie Drac le pilotage d'une stratégie nationale. Il a confié à des services de l'État la préparation d'une réglementation et il a surtout permis aux acteurs privés d'intermédier cette réglementation et donc de discuter, de dialoguer pour la construire. Et aujourd'hui, on a en France une réglementation qui va jusqu'à l'homologation des véhicules automatisés, ce que l'on ne trouve pas ni aux États-Unis ni en Chine. Et donc, ça nous permet de faire un certain nombre de choses. Alors, si on est moins visible que les acteurs américains ou les acteurs chinois, c'est parce qu'on a un déficit de technologie. Là-dessus, malheureusement, un peu comme partout en Europe, quand il a fallu financer l'innovation de manière assez conséquente sur des investissements qui se comptent en plusieurs milliards de dollars, c'est plutôt nos amis américains et nos amis chinois qui ont su trouver des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on est hors course. Aujourd'hui, on se rattrape, notamment sur le management du service par rapport au management de la technologie. Et en France, on l'a vu à Roland-Garros, on arrive à faire des choses qui sont très intéressantes. Et justement, sur cette dimension européenne, et je me tourne vers vous, Mélanie, Betty a rejoint EONAX. Peut-être qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'est EONAX. Oui, bien sûr. Bonjour et merci beaucoup. Alors aujourd'hui, EONAX, on est ce qu'on appelle un data space, donc un espace de partage de données qui est spécialisé sur deux filières, le transport, la logistique et le tourisme. On a été créé il y a quelques années par 7 grands acteurs majeurs du transport et du tourisme en France et au-delà. Globalement, c'était l'idée d'avoir une approche top-down, la Commission européenne dans sa stratégie data, qui dit que l'open data, certes, ça répond à plein d'enjeux, mais il faut d'autres objets. Et donc, comment créer des objets de confiance pour partager de la donnée à une échelle, on va dire, écosystème, et une approche plutôt bottom-up de ces fameux acteurs, entre autres, Aéroports de Paris, le groupe SNCF, le groupe Renault, le groupe Accor, qui partaient du postulat de dire, on a des projets ensemble, on veut construire des projets plus efficacement, plus rapidement, et donc comment trouver des outils pour déployer aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue contractuel. Et donc, ça fait quelques années maintenant, et depuis, on doit construire et animer cette filière pour engendrer des cas d'usage vraiment métiers, et on a la chance de récupérer, d'avoir de plus en plus d'acteurs, dont Betty, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Donc une structure qui réfléchit à l'échelle européenne. Est-ce que c'est un défi aujourd'hui pour l'Europe de se positionner sur le véhicule autonome? Je reste avec vous, Mélanie, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est impératif de se glisser entre les Chinois et les Américains sur ces questions-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté. Alors, c'est un peu un mot valise. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Il faut faire des choix pour arbitrer, comme disait Benjamin, on peut pas gagner sur tout. En tout cas, il faut vraiment choisir. Et donc, le choix de l'Europe, c'est voilà comment construire une réponse forte, comment créer, Benjamin y reviendra, mais des test beds pour accompagner l'innovation, pour accompagner les acteurs qui prennent des risques pour le faire. Et également, comment encourager d'un point de vue économique, porter des appels à projets, porter de nouvelles possibilités, en tout cas, que peuvent offrir les véhicules autonomes à cette échelle. Et donc, dans le cas de Betty, donc Benjamin, qu'est-ce que l'accompagnement d'EONAX peut apporter à l'initiative Betty, qui a été créée, alors juste le rappel, qui a été créée en 2019, mais qui est en fait une filiale ou en tout cas une spin-off d'une PME familiale qui a été créée par mes grands-parents en 1950. Donc c'est assez atypique, effectivement. On a vu le sujet de la transformation numérique de nos métiers arriver. Mon grand-père, il y a 70 ans, quand il devait réparer un car, il mettait un coup de clé anglaise. Aujourd'hui, notre chef d'atelier, Cyril, il sort une mallette, il branche l'ordinateur et il fait un diagnostic électronique. Donc, on a vu que le numérique allait relativement loin. On s'est demandé jusqu'où il pouvait aller et est-ce qu'il pouvait remplacer ou en tout cas permettre de trouver des solutions aux difficultés qu'on a actuellement de recrutement, par exemple, de conducteurs, et donc de faire en sorte que la technologie puisse remplacer le conducteur qui est derrière le volant et les pédales. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la donnée,
pour le management du service, elle est fondamentale. C'est-à-dire que oui, on peut parler d'intelligence artificielle et ce sont des technologies de conduite qui sont aujourd'hui dopées grâce à l'intelligence artificielle. Mais au moment où on arrive au service, c'est-à-dire la possibilité à tout à chacun de pouvoir monter à bord de ces véhicules et l'utiliser soit dans une configuration de transport public, soit dans une configuration de robotaxi, c'est la donnée qui va être essentielle. La manière dont effectivement on va la capter, dans la manière dans laquelle on va la rendre systémique avec d'autres écosystèmes. Et là-dessus, EONAX nous ouvre énormément d'opportunités de dialogue pour pouvoir effectivement améliorer le service de nos véhicules. Et puis, bien entendu, la manière dont on va la sécuriser, la cybersécuriser, mais aussi la rendre uniquement accessible par nos environnements sous-marins. Et là, on a des très gros chantiers à venir. Donc voilà, pour résumer, les véhicules, en fait, ils captent des données environnementales et c'est que ce soit la qualité de l'air, les routes, etc. Donc, et toutes ces données, finalement, il y a des questions de gouvernance qui sont critiques et EONAX amène ce cadre par rapport à ça. Exactement. On arrive aujourd'hui avec des référentiels qui sont portés par EONAX, de par la capacité de dialogue et l'initialisation de base du projet. On rentre aujourd'hui très rapidement dans des choses qui sont relativement concrètes et c'est la force du travail que nous menons ensemble. C'est-à-dire que on a abandonné la simulation numérique, on a abandonné l'ensemble des scénarios qu'on pouvait faire dans l'environnement fiction et on est rentré dans la réalité, le concret et la capacité, effectivement. Et je l'illustrais récemment dans le Data Summit, qui est une réunion annuelle qu'organise EONAX, qui est un vrai temps fort de ce sujet en Europe. Eh bien, avec Roland Garros, où on a eu des événements à gérer dans le cadre de la victoire du PSG et où il a fallu collecter un certain nombre de données pour voir à quel moment notre service pouvait être à risque au regard des mouvements de foule, des problèmes de sécurité qu'on a tous constatés dans les journaux. Et du coup, même question, parce que c'est un échange. Donc, qu'est-ce que Betty apporte aux membres d'EONAX? Oui, je pense qu'on le disait. Alors, c'est vrai qu'à quelques années, donc on crée un cadre, mais après, qu'est-ce qu'on met dans le cadre? C'est ça qu'on se pose et c'est tout ça l'enjeu. Et donc, ce que Betty apporte, c'est vraiment de ces cas d'usage métier. C'est cette grosse valeur ajoutée de, voilà, comment on s'implémente dans le réel. Vous parliez tout à l'heure de données environnementales, mais pas que, il y a des données opérationnelles. Ces données opérationnelles, elles peuvent être aussi bien valables sur une gare que sur un aéroport, que sur un réseau ouvert ou fermé. Et c'est tout ce principe, en tout cas, cette valeur qu'on essaye d'apporter de comment on industrialise. Comment on permet de répliquer une initiative sur un territoire ou un autre. Et donc ce qu'on essaye aussi de porter, c'est la parole aussi de nos membres et des acteurs comme Betty à cette échelle européenne qu'on a abordée et comment on fait en sorte que les standards soient toujours alignés, qu'on n'aille pas plus vite que la musique avec des standards hors sol par rapport à ce qui peut se faire dans la pratique et comment concrètement on partage et on crée de l'intelligence sur la base de ces données. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui d'avoir un véhicule autonome, une navette autonome dans le cadre d'un transport public? C'est quoi la plus-value par rapport à ce qui existait? Alors, on a plusieurs sujets qui font que c'est un outil qui va contribuer à l'évolution des mobilités. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est pénurique en matière de conducteurs. On a des situations où on a de plus en plus de mal à recruter. Il manque pratiquement 8000 conducteurs en France à la date où on se parle. Et on a une pyramide des âges qui est relativement contraire. Chez nous, c'est 62 ans de moyenne d'âge. Donc, on voit bien qu'effectivement, on commence à flirter avec les limites d'un système. De la même manière, on a des assets économiques qui rendent les choses relativement compliquées. Un grand acteur du transport en Belgique vient d'annoncer qu'il supprimait 200 lignes scolaires à la rentrée. 200 lignes scolaires. Donc, on voit l'impact à un moment donné où l'économie n'est plus là, où les collectivités n'ont pas la capacité et on a un modèle économique qui peut être relativement attractif. Et puis, on a surtout la possibilité de répondre à des grandes transitions et celle de la propriété individuelle d'une automobile en est une. Jusqu'à quel âge je vais pouvoir conduire? Comment est-ce que je vais pouvoir, dans les territoires ruraux, me déplacer? Quelle va être, à 2 heures du matin, la possibilité de rejoindre une gare? Comment est-ce que je vais pouvoir, effectivement, répondre à une urgence? Bref, tous ces systèmes-là commencent à trouver des échos positifs et des scénarios et des pilotes de service dans l'univers de la mobilité automatisée. Et sur la dimension de la sécurité, c'est aussi un argument qui est souvent mis en avant de la part des constructeurs. Aujourd'hui, vous observez dans vos expérimentations, dans vos mises en place, en termes de sécurité, vous avez des résultats qui sont au-dessus de ce que pourraient potentiellement faire des conducteurs humains? Alors, premier élément, c'est qu'on n'est pas encore passé au journal de 13 heures ni de 20 heures pour ça. Donc, je dirais que vu le nombre de kilomètres qu'on parcourt, c'est que globalement, on doit bien s'en sortir. Ça, c'est vrai. Le deuxième élément, c'est vrai que notamment les acteurs américains mettent beaucoup ça en avant, mais parce qu'ils ont une sécurité routière qui est quand même un peu différente de celle qu'on a en Europe. Donc, je dirais que oui, bien entendu, ça va donner la sécurité, mais ça va surtout permettre de créer des expériences et de rendre effectivement le moment de transport un moment un peu différent où peut-être on sera moins fatigué au global, où on aura moins de stress, moins de tension si par exemple on se retrouvait coincé dans des bouchons et où le système va gérer de manière autonome et nous on va pouvoir se consacrer à autre chose. Et ça effectivement c'est ce qu'on appelle des externalités positives qui vont avoir
un impact positif, mais beaucoup plus largement que sur le simple fait de la sécurité routière. Une question pour tous les deux, c'est là on parle d'une navette, donc d'un transport public collectif. On voit des véhicules autonomes qui sont des VTC, on voit des véhicules autonomes qui sont des voitures individuelles comme Tesla le propose, enfin, en tout cas comme Tesla le proposera. Aujourd'hui, vous, c'est quoi votre vision, l'un et l'autre? Je commence par Mélanie, sur ce que la manière dont l'autonomie va s'inviter dans la mobilité. Quel modèle d'affaires vous imaginez? C'est vrai que la question, elle est vaste et aujourd'hui, comme on le disait, il y a de plus en plus d'expérimentations qui s'industrialisent, mais on est encore au début de cette réflexion. Je pense qu'on peut le voir par plusieurs blés. C'est vrai que ce qui, a priori, est le plus pertinent, ça serait du transport de passagers, en tout cas plutôt transport public assimilé, et en circuit ouvert pour vraiment amener des personnes, notamment on parlait en territoires ruraux. Aujourd'hui, 80% des femmes d'ailleurs des territoires ruraux ont le permis. Et donc, quid de l'accès aux emplois, à la santé, etc. Donc, c'est vraiment un enjeu qu'il faut résoudre, un pain point. Et après, cette réflexion autour des VTC, clairement, comment, voilà, c'est vraiment une équation entre problèmes sociaux, environnementaux et sécuritaires de fait. Mais en tout cas, plein d'enjeux devant nous et comment avoir cette réflexion d'un point de vue systémique. Et c'est là qu'on rejoint le modèle économique, que ce soit du véhicule autonome, mais plus largement de la data. Et comment, dès lors qu'on participe à un écosystème où peut-être dans un cas d'usage 1, on est perdant, mais dans un cas d'usage 2, on est gagnant, comment ça enrichit collectivement l'ensemble des acteurs. Et voilà, et comment on traite ça. Donc, plein d'ouvertures sur comment on aborde cette réflexion, mais c'est passionnant. Même question, Benjamin. On voit que technologiquement, c'est ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de donner des résultats. Est-ce qu'au niveau du cadre économique de l'exploitation future, aujourd'hui, vous avez des certitudes par rapport à ça? Alors, on a pas mal d'éléments. On a déjà des premiers retours. Quand on va aux États-Unis, on a eu la chance, nous, fin avril, d'être à San Francisco parce qu'on a des discussions avec des partenaires nord-américains qu'on va soutenir dans leur expansion européenne. Et on s'est déplacé, bien entendu, avec des robotaxis, mais on s'est aussi beaucoup déplacé avec des VTC. Et on faisait discuter les conducteurs de VTC en attendant la réponse de dire ah ouais, saleté de technologie, ça va. Pas du tout. Complètement contre-intuitivement, ils nous répondaient qu'ils étaient très contents et que leurs revenus augmentaient parce qu'en fait, la part du gâteau augmente. Et que la réalité, c'est que pour un conducteur de VTC aujourd'hui, un robotaxi, c'est très bon. La personne pour qui c'est mauvaise, c'est le constructeur automobile ou plutôt le distributeur qui cherche à vendre la deuxième voiture au foyer. Et là, dans la baie de San Francisco, les chiffres sont catastrophiques parce que les gens, finalement, abandonnent la deuxième voiture au domicile et privilégient soit le transport collectif et donc le transport public, soit effectivement des usages de VTC ou de robotaxi. Donc on voit que on arrive à créer de la valeur et donc de ne pas rentrer en concurrence avec des systèmes qui vont coexister. L'avenir d'un univers de mobilité qui sera complètement automatisé, il est encore relativement lointain. Donc on va faire conjuguer les deux, on va conjuguer effectivement du transport individuel partagé et du transport collectif. Et dans ces conditions-là, effectivement, on va pouvoir continuer à répondre à des besoins de plus en plus importants sur je veux me déplacer à toute heure du jour et donc tous les jours, quel que soit le territoire dans lequel j'habite. Et dans ce contexte, où en est Betty, c'est-à-dire qu'il y a des expérimentations. J'ai cru comprendre que Roland-Garros, c'était plus qu'une expérimentation, c'était vraiment un cas presque commercial, au sens où c'est un service qui est une prestation de service qui a été faite. Vous en êtes où et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour véritablement déployer une offre commerciale complète? Alors Roland-Garros, effectivement, c'est un service qu'on a opéré pour le compte de Renault Group et de WeRide et avec une garantie de service qu'on devait délivrer à ces deux acteurs, puisque c'est un partenariat très fort avec la Fédération française de tennis et on l'a rempli notre mission durant la quinzaine. Aujourd'hui, on travaille notamment avec l'opérateur Keolis à un déploiement d'un premier service à Châteauroux dans le cadre de projets qui ont été illustrés soit par France 2030, soit, comme tu le disais tout à l'heure, par les testbeds européens, qui est une initiative que l'Europe lance pour mettre à l'échelle, pour mettre à la route des véhicules. Donc, on est exactement dans le bon tempo. On avance de bon escient avec de l'exigence par rapport à la sûreté, par rapport à la sécurité des systèmes, par rapport à notre souveraineté. Et donc, effectivement, on va voir de plus en plus, à partir de cette rentrée 2026, des services se déployer. Et 2027-2028 vont être des années avec une forte accélération en Europe. On a déjà eu des annonces la semaine dernière sur Madrid avec plus de 100 robotaxis. On en a eu cette semaine sur Zurich en Suisse. On va pas tarder à en avoir en France, en Belgique et en Allemagne sur le même niveau volumétrique. Merci Mélanie Vessier, merci Benjamin Baudet. Bon salon et c'était passionnant. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.